Monsieur Benzema, vous êtes responsable associatif. Quelle est votre perception aujourd'hui du rôle des parents et l'impact sur la réussite ou l'échec scolaire des enfants? L'expérience que j'ai sur le terrain montre que à partir du moment où les parents s'impliquent, ils sont acteurs de la réussite des élèves, de leurs enfants, parce que c'est avant tout leurs enfants, on a une réussite, quelle qu'elle soit. Une réussite dans la filière traditionnelle, générale et technologique ou la filière professionnelle. Donc il y a aujourd'hui à l'école un besoin important de présence des parents, mais qui s'inscrivent dans leur rôle de parents. C'est-à-dire celui d'accompagner leurs enfants, mais aussi d'éduquer, parce qu'on en a un vrai problème d'éducation. On a aujourd'hui un certain nombre d'enfants qui n'ont pas intégré certaines règles de base. Et il est important que les parents travaillent sur ces règles. Il est aussi important que les parents rencontrent les personnes de l'éducation nationale et qu'ils travaillent ensemble dans l'intérêt de l'élève, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur l'essentiel, sur des règles de base bien précises et bien claires. D'accord. Et est-ce que selon vous, l'institution scolaire tisse suffisamment de liens avec ses parents? Parce que là, vous prenez beaucoup sur les parents. Alors, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux parents ou de les accuser de tous les maux. Le système est traditionnellement en école maternelle et en primaire, la présence des parents est importante. Et c'est vrai qu'au collège, cette rupture qui est à la fois voulue par les élèves, parce que souvent les élèves ne veulent plus que leurs parents les accompagnent, et aussi des parents qui à un moment vous disent « nous on s'est très investi en primaire, maintenant il est grand, au collège il va se débrouiller ». Donc il est important aussi, si vous voulez, qu'au sein des établissements, et ça se fait régulièrement, au travers des instances, mais aussi au travers des réunions parents-profs, au travers des rencontres régulières avec le personnel, d'associer les parents au maximum dans la réussite des élèves. Monsieur Mény, vous avez fait une intervention très intéressante. Vous avez dit à un moment que les parents parfois privilégiaient des activités pour leurs enfants qui n'étaient pas forcément idéales pour une réussite scolaire, notamment ce parallèle par rapport à l'écran plat à 500 € et le fait qu'aujourd'hui on a des livres qui coûtent 1 €, donc un écran plat équivaudrait à 500 livres. Est-ce que vous pouvez en dire plus par rapport à ça et par rapport à votre expérience? Déjà à la base, c'est un projet parental en fait. Donc si vraiment on a conscience de l'importance du savoir, sans nécessairement le relier à une réussite professionnelle, c'est déjà pour l'épanouissement de l'enfant. Parce que comme vous le savez, dans les livres, dans beaucoup de livres, on trouve beaucoup de choses qui vont enrichir l'enfant et qui vont surtout le nourrir. Et que maintenant, la problématique, c'est qu'on est une société de consommation. L'éducation est devenue un bien de consommation comme les autres. Donc les parents maintenant, pour X raisons, sans vouloir les accabler, les culpabiliser, c'est que souvent il y a des solutions de facilité. Éduquer, instruire un enfant, c'est une responsabilité et c'est se donner les moyens. Donc quand on voit surtout les dangers et les méfaits que constitue la télévision, les jeux vidéo, on se dit il faut réagir et il faut savoir proposer aux parents et aux enfants des activités qui vont réellement les nourrir. Parce que l'idée c'est alors, est-ce qu'il faut occuper les enfants ou réellement les nourrir? Il y a des choses qui ne nécessitent pas énormément de moyens. À base de briques et de brocs, de plastique, il y a plein d'activités. D'expression personnelle, art plastique, avec un minimum de matériel. Donc bien sûr, je donnais l'exemple de la télévision qui coûte 500 €, c'est-à-dire qu'on peut dépenser énormément d'argent pour des choses qui fondamentalement ne vont pas apporter aux enfants. Donc, mais c'est un grand phénomène de société, et surtout dans les milieux populaires. Donc une image symbolique, c'est que la télé est centrale dans le salon. Donc déjà, c'est une image de la famille actuellement. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui il y a un savoir en gros qui est accessible, mais qui est insuffisamment investi par les parents. C'est toute la perversion du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est que tout est accessible. On est dans une société dite de la connaissance, une société dite du savoir, où on peut avoir accès à tout. Et malheureusement, c'est le pire auquel on a accès. Et voilà, c'est au-delà du débat philosophique, c'est que les enfants ils souffrent énormément, ils dorment moins, ils ne sont pas concentrés,
Voilà, donc nous on en voit les dégâts au quotidien. Vous êtes malgré tout optimiste ou... Moi je suis optimiste parce qu'on peut restaurer énormément de choses. On peut apporter justement beaucoup d'alternatives. Il y a des activités qui peuvent vraiment nourrir l'enfant, qui ne coûtent pas excessivement cher. Il y a des leviers, il y a des jeux traditionnels, il y a plein de choses, la cabane, il y a plein de choses, partir avec les parents, décider de partir en forêt, faire découvrir les enfants. Voilà, il y a plein de choses. Qu'on soit en banlieue ou pas en banlieue, en fait la richesse on l'a, mais on n'en a plus conscience. Voilà. Okay. On peut parler même des contes des origines, ce que nos parents ont vécu, ce qu'ils peuvent nous transmettre. Donc il y a toute une dimension qu'on doit restaurer pour la survie de nos enfants. Voilà. Ok, merci. Oui, Madame Pivion, vous avez évoqué la méthode d'apprentissage Montessori. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et sur la faisabilité de l'application de cette méthode à l'échelle d'un pays, à l'échelle nationale? Alors déjà, la pédagogie Montessori, elle est sur le réseau international. Donc par exemple, au Japon, il y a 5000 écoles Montessori. Et en France, il doit y avoir entre 60 et 70. Donc effectivement, l'idée, c'est de pouvoir développer des structures à échelle humaine, des micro-classes, en fait, des micro-sociétés pour les enfants, et pouvoir associer des âges différents. Une classe Montessori ne peut pas exister sans mélange d'âge. Donc on va travailler sur les trois. C'est combien d'élèves une classe Montessori à peu près? Alors il faut avoir 30 enfants par classe avec 2 enseignantes, en tout cas 2 adultes, ou une enseignante et une assistante. Par exemple, nous, dans les 3 écoles que j'ai fondées, il y a 30 enfants pour les 3-6 ans et c'est des 2 enseignantes, une francophone et une anglophone. Et les apprentissages sont sanctionnés par des diplômes comme dans l'enseignement classique ou c'est différent? Pour les enfants? Pour les enfants et les adolescents. Alors pour les enfants, le programme de l'éducation nationale, il est largement balayé, complètement bouclé, même dépassé. Donc les enfants en maternelle, quand ils arrivent à l'âge de 3 ans ou à l'âge de 2 ans à une structure Montessori, donc à l'âge de 5 ans, ils ont déjà une très très bonne maîtrise, en tout cas au niveau lecture, mais par rapport à leur âge, tout ce qui est phonétique, etc. Et donc le programme Montessori, quand il est bien respecté, et normalement c'est le cas, les enfants, ils ont au moins niveau CP, CE1 classique. D'accord. C'est peut-être une question un peu naïve, mais après, durant leur cursus, ils passent les diplômes classiques ou c'est un système complètement alternatif? Ah non, les enfants, ils rentrent... Ils passent le baccalauréat? Ah, complètement. Ils passent le bac, ils passent... en fait, ils rentrent dans le système après classique sans aucun souci. D'accord. Alors je tiens à remercier les organisateurs de Banlieue Plus pour cet événement, super intéressant. Malheureusement pas suffisamment de temps pour un sujet aussi lourd. Je pense qu'on aurait eu besoin de bien plus qu'une soirée, voire même plus qu'un week-end pour en parler. Super enrichissant, on espère vous revoir très vite, très bientôt. On vous encourage pour le travail fait. Et je laisse notre ami nous dire un petit peu. Une soirée très conviviale, des débats très intéressants sur un sujet très polémique. Aborder des problématiques un peu différentes avec des avis très divergents. Bon, malheureusement, on a eu un laps de temps assez court, on n'a pas pu étudier les choses vraiment dans le fond. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant certaines directives qui sont quand même assez intéressantes pour voir, pour des champs d'action. Mais c'est vrai que malheureusement le constat reste le même. Il y a une discrimination sur le lieu d'habitation dans le cadre de l'éducation nationale. Voilà. Maintenant, comment résoudre ce problème-là? On va essayer d'avancer grâce à cette réunion. A bientôt. Merci, Banlieue Plus.